Une jeune femme de 19 ans disparaît brutalement de la cour de Versailles à la fin de l'année 1680. Elle est enceinte du roi et sa mort survient après quelques mois seulement de faveur. Son nom est Marie-Angélique de Scorail, duchesse de Fontanges. Aucune enquête officielle n'est ouverte. Les causes exactes de sa mort ne sont jamais établies avec certitude. Mais chacun sait qu'à la cour de Versailles, la faveur royale peut s'effondrer du jour au lendemain. Il ne s'agit pas d'un cas banal, c'est l'histoire d'un système politique où les femmes deviennent des instruments de pouvoir, puis des facteurs de fragilité lorsqu'elles prennent trop de place. L'éducation royale. Pour comprendre ce système, il faut revenir avant Versailles, à l'adolescence du roi. En 1653, Louis XIV a 15 ans. Il vit encore au Louvre, sous la surveillance étroite de sa mère, Anne d'Autriche. À ce moment-là, la monarchie française sort de plus de 10 ans de troubles. La Fronde a montré ce qu'un roi faible, contesté ou mal encadré peut provoquer. Dans ce contexte, une priorité domine toutes les autres, assurer la continuité dynastique. Concrètement, cela signifie une chose très simple. Le roi doit être en mesure d'engendrer, et cela doit être visible et incontestable. Les témoignages contemporains évoquent une initiation sexuelle organisée. Les détails varient selon les sources, mais le principal est constant. La sexualité du jeune roi est encadrée, surveillée et intégrée à la raison d'État. À partir de là, une logique s'impose. Le corps du roi n'est pas privé, il appartient à la monarchie. Cette logique se prolonge dans son éducation. Louis est formé pour être vu, admiré et désiré. À l'inverse, son frère cadet, Philippe, est tenu à distance du pouvoir et des responsabilités. Très tôt, la virilité devient un critère politique et dès lors, le désir du roi cesse d'être une affaire intime pour devenir un élément de stabilité du royaume. L'amour refusé. En 1658, Louis XIV a 20 ans. Pour la première fois, il tombe réellement amoureux. Il s'agit de Marie Mancini, nièce du cardinal Mazarin. Cet épisode est solidement attesté par les correspondances et les mémoires de l'époque. Le roi envisage même un mariage fondé sur un choix personnel. La réaction est immédiate. Mazarin s'y oppose fermement, non par hostilité personnelle, mais pour une raison simple. Le mariage du roi doit servir à la diplomatie européenne, pas l'affect. Par conséquent, Marie Mancini est écartée de la cour et Louis XIV est bien obligé d'obéir. Il obéit non par faiblesse, mais parce qu'il comprend qu'il n'a pas d'alternative. À cet instant précis, il mesure que sa position de roi ne lui donne pas la liberté qu'il imaginait. Cette décision est capitale, car elle fixe un cadre qui ne sera jamais réellement remis en cause par la suite. Désormais, Louis XIV sait qu'il peut aimer, mais que cet amour ne pèsera jamais face aux impératifs politiques. Autrement dit, les sentiments lui sont permis à condition qu'il reste sans conséquence sur le choix d'une épouse. Le roi peut aimer, mais il ne peut pas décider. À partir de là, un modèle s'installe. Le mariage relève de la raison d'État. Les relations personnelles, elles, sont tolérées, mais doivent rester extérieures au pouvoir officiel. En 1660, cette logique se traduit concrètement par le mariage avec Marie-Thérèse d'Autriche, infante d'Espagne. Politiquement, l'union est un succès, puisqu'elle met fin à la guerre entre la France et l'Espagne. Cependant, sur le plan personnel, la situation du roi ne change pas. La reine remplit son rôle dynastique en donnant des héritiers, mais elle n'occupe pas le centre de la vie du souverain. Or, à la cour, cette absence de centre affectif visible crée un déséquilibre que personne n'ignore. Dès lors, la question n'est plus de savoir si le roi aura des relations hors mariage, mais comment ces relations devront être organisées pour ne pas menacer l'ordre politique. C'est dans cet espace précis que va apparaître une figure centrale du règne, celle de la favorite. À partir de ce moment, chaque femme qui s'approche du roi n'est plus seulement une amante, elle devient un élément du système avec une fonction, une durée et une limite. Et la première à la prendre à ses dépens s'appelle Louise de la Vallière. Louise de la Vallière. Lorsque Louise de la Vallière entre dans la vie du roi, elle n'est pas destinée à occuper le premier rôle. Elle est jeune, discrète, issue d'une petite noblesse provinciale et surtout sans ambition politique visible. À l'origine, sa présence répond à un problème précis.
En 1661, la cour bruisse d'une rumeur dangereuse. Louis XIV est en effet soupçonné d'entretenir une relation trop étroite avec Henriette d'Angleterre, épouse de son frère Philippe. Même si les sources restent prudentes sur la nature exacte de cette relation, une chose est certaine, la situation inquiète. Pour étouffer le scandale, il faut détourner l'attention. C'est dans ce contexte que Louise de La Vallière est mise en avant. Au départ, elle sert de paravent. Le roi s'affiche avec elle pour faire taire les soupçons, tandis que la cour se rassure en voyant apparaître une relation jugée acceptable. Cependant, ce dispositif va rapidement échapper à ses concepteurs, car, contre toute attente, Louis XIV s'attache réellement à Louise de La Vallière. Les témoignages concordent sur ce point, il s'agit de la première relation durable et affective du roi. Progressivement, la situation se stabilise. Louise devient une maîtresse reconnue, même si son statut reste officieux. Elle donne au roi 4 enfants, dont 2 survivront. Ces naissances ne provoquent pas de scandale majeur, car le système fonctionne encore. La reine Marie-Thérèse, quant à elle, se tait. Elle n'a ni le pouvoir, ni les moyens de s'opposer à cette organisation. À ce stade, Louise de La Vallière remplit parfaitement sa fonction. Elle absorbe l'attention du roi, canalise son attachement et maintient l'équilibre apparent de la cour. Mais cet équilibre est fragile, car Louise n'a ni l'esprit de domination, ni l'endurance nécessaire pour tenir ce rôle longtemps. Et pour cause, elle supporte mal la vie de cour, les regards, les humiliations implicites et surtout l'arrivée progressive de rivales. À partir du milieu des années 1660, son influence commence à décliner. Louis XIV se montre de moins en moins attentif, il traverse ses appartements sans s'y attarder, puis disparaît chez d'autres femmes. Ce comportement n'est pas accidentel, il marque une évolution claire dans le rapport du roi à ses favorites. Louise de La Vallière comprend alors qu'elle n'est plus indispensable, elle reste présente, mais elle n'est plus centrale. Dans ce système, cette position est intenable. À partir de 1674, Louise quitte progressivement la vie de cour. Elle renonce à son statut, abandonne ses enfants à leur père et choisit d'entrer au couvent. Son retrait n'est pas seulement religieux, il marque l'échec d'un modèle fondé sur l'affect. Avec le départ de Louise de La Vallière, une leçon est tirée. Désormais, la favorite idéale ne devra plus aimer le roi, elle devra le maîtriser. Et c'est précisément ce changement qui ouvre la voie à la femme suivante, une femme d'un tout autre tempérament. À partir de ce moment, le système se durcit, la favorite n'est plus un paravent passif, mais un rouage actif du pouvoir. Et celle qui va porter ce rôle à son apogée s'appelle Madame de Montespan. Madame de Montespan. Avec l'arrivée de Madame de Montespan, le système des favorites atteint son point d'équilibre maximal. Contrairement à Louise de La Vallière, Athénaïs de Rochechouart de Mortemart ne subit pas la cour, elle la connaît, elle l'anticipe et l'utilise. Issue de l'une des plus anciennes familles de la noblesse française, elle arrive à Versailles avec un capital social considérable. Elle est mariée, elle est brillante et surtout, elle a une parfaite conscience de sa valeur. Lorsqu'elle approche le roi au milieu des années 1660, rien n'est laissé au hasard. Elle ne cherche pas à inspirer la pitié ni la discrétion, mais à s'imposer par l'esprit. Les contemporains insistent sur ce point. Madame de Montespan séduit moins par la douceur que par l'intelligence, l'ironie et la répartie. À ce moment-là, Louis XIV a changé. Il n'est plus un homme en quête d'attachement. Il est un roi installé, conscient de sa puissance et désireux de se voir reflété dans une femme à sa mesure. Raison sans doute pour laquelle la rencontre fonctionne immédiatement. À partir de 1667, Madame de Montespan devient la favorite dominante. Contrairement à ses prédécesseurs, elle ne se contente pas d'exister à côté du pouvoir. Elle en occupe le centre officieux. Cette position se traduit très concrètement. Elle dispose d'appartements somptueux à Versailles, situés à proximité immédiate de ceux du roi. Elle participe aux fêtes, aux déplacements et accompagne Louis XIV jusque sur les théâtres de guerre. Surtout, elle impose sa présence à la cour sans chercher à se cacher. À partir de là, le système entre dans une phase assumée. Louis XIV vit publiquement avec 3 femmes sous le même toit, la reine, la favorite et les anciennes maîtresses maintenues à distance. Cette organisation n'est pas improvisée, elle repose sur une hiérarchie tacite que chacun connaît.
La reine incarne la légitimité, la favorite incarne le rayonnement, les autres femmes, quant à elles, gravitent en périphérie. Madame de Montespan excelle dans ce rôle. Elle donne au roi 7 enfants, dont plusieurs seront légitimés. Ce fait est essentiel, car il signifie que la relation dépasse le simple cadre de la passion. En légitimant ses enfants, Louis XIV reconnaît implicitement l'importance politique de leur mère. La favorite devient alors un enjeu dynastique. Cependant, cette montée en puissance crée des tensions. D'une part, le mari de Madame de Montespan refuse d'accepter sa disgrâce silencieuse. Ses provocations publiques, attestées par les sources, forcent le roi à intervenir. En conséquence, il est arrêté, enfermé, puis définitivement écarté. Cet épisode montre jusqu'où le système peut aller pour se protéger. D'autre part, l'omniprésence de la favorite finit par produire un effet inverse à celui recherché. En effet, à mesure que Madame de Montespan domine la cour, elle concentre aussi les rancœurs. Les cabales se multiplient, les alliances se font et se défont autour de sa personne. Le roi, lui, commence à ressentir une fatigue nouvelle, non pas une lassitude affective, mais une lassitude politique. La favorite devient trop visible, trop influente et surtout trop difficile à contenir. À partir des années 1670, un changement s'opère. Louis XIV cherche moins l'éclat que la stabilité. Or, Madame de Montespan incarne tout ce que la stabilité ne peut tolérer à long terme. Et c'est à ce moment précis qu'entre en scène une figure radicalement différente. Une femme sans éclat, sans ambition affichée, mais dotée d'un atout décisif, la maîtrise du temps long. Lorsque Madame de Montespan domine Versailles, elle pense avoir tout gagné. En réalité, elle a simplement porté le système à son point de saturation. Car plus la favorite occupe de place, plus le roi ressent le besoin de s'en détacher. Et celle qui va incarner ce basculement ne sera ni une amante flamboyante, ni une séductrice. Il s'agit de Madame de Maintenon. Madame de Maintenon. Lorsque Madame de Maintenon entre dans la vie du roi, elle n'entre pas dans le système des favorites, du moins pas au sens où on l'entend jusqu'alors. À l'origine, elle n'est ni amante ni rivale, elle est simplement gouvernante. Veuve sans fortune, issue d'un milieu très éloigné de la haute noblesse, Françoise d'Aubigné est recrutée pour une tâche précise, élever les enfants illégitimes nés de la liaison entre Louis XIV et Madame de Montespan. Ce choix n'est pas anodin. Madame de Montespan la sélectionne précisément parce qu'elle ne représente aucun danger. Elle est discrète, pieuse, sans éclat et semble entièrement dépendante de la faveur royale. Dans un premier temps, son rôle reste strictement domestique. Elle élève les enfants à l'écart de la cour, dans la plus grande discrétion afin d'éviter le scandale. Cependant, ce cadre va progressivement se fissurer, car Madame de Maintenon accomplit sa mission avec une rigueur inhabituelle. Elle s'attache réellement aux enfants, s'en occupe personnellement et s'implique dans leur santé, leur éducation et leur avenir. Ce comportement n'échappe pas au roi. Louis XIV commence à la voir régulièrement, d'abord par nécessité, puis par habitude. Les échanges portent sur les enfants, puis sur des sujets plus larges. Peu à peu, un lien se crée. À la différence de Madame de Montespan, Maintenon ne cherche ni à briller, ni à séduire. Elle écoute, elle rassure et surtout, elle ne demande rien. Cette posture marque une rupture à ce stade du règne. Louis XIV est un homme vieillissant, usé par les guerres, les deuils et les tensions de la cour. Il ne cherche plus l'éclat, mais la stabilité. Madame de Maintenon s'inscrit parfaitement dans ce besoin. À partir du milieu des années 1670, son influence devient perceptible. Elle conseille sans jamais s'imposer, elle suggère sans jamais contester. En parallèle, la position de Madame de Montespan s'affaiblit, les scandales s'accumulent, les rumeurs d'empoisonnement liées à l'affaire des poisons éclaboussent indirectement la favorite, même si aucune preuve directe ne permet de l'incriminer formellement. Pour Louis XIV, le risque devient trop élevé. Il n'est plus question de passion, mais de crédibilité morale et politique. À ce moment précis, le roi comprend que le système qu'il a lui-même encouragé menace désormais son autorité. La rupture avec Madame de Montespan ne se fait pas brutalement, elle est progressive, silencieuse, presque administrative. Elle conserve un temps ses appartements,
puis les perd. Elle reste à la cour, mais sans influence réelle. Enfin, elle s'efface. Dans le même temps, Madame de Maintenon occupe de plus en plus d'espace, non pas par éclat, mais par permanence. Après la mort de la reine Marie-Thérèse en 1683, un seuil est franchi. Louis XIV épouse secrètement Madame de Maintenon. Il s'agit d'un mariage morganatique, sans reconnaissance officielle, mais durable. Cette union marque une transformation profonde. Pour la première fois, le roi renonce aux favorites. La vie de cour change de ton, les fêtes se raréfient, le cérémonial se rigidifie et la morale catholique reprend une place centrale. Ce n'est pas une conversion spectaculaire, c'est un glissement lent mais irréversible. Avec Madame de Maintenon, le système des favorites ne disparaît pas par scandale ou par crise. Il s'éteint par épuisement. À ce stade, le règne semble stabilisé. Pourtant, une dernière figure va brièvement faire ressurgir l'ancien modèle. Jeune, fragile et rapidement sacrifiée, elle s'appelle Marie-Angélique de Fontanges. Marie-Angélique de Fontanges. Lorsque Marie-Angélique de Fontanges apparaît à la cour, le système des favorites n'est plus à son apogée. Nous sommes à la fin des années 1670. Louis XIV a dépassé la quarantaine. La cour a changé de visage et la morale se durcit sous l'influence croissante de Madame de Maintenon. Fontanges n'entre donc pas dans un système stabilisé. Elle arrive dans une configuration affaiblie, encore tolérée, mais déjà contestée et menacée. Issue d'une famille noble, très jeune, à peine sortie de l'adolescence, elle attire l'attention du roi par sa fraîcheur et sa beauté. Les sources contemporaines la décrivent comme peu cultivée, mais remarquée immédiatement. À ce stade du règne, cette relation n'a plus la même fonction que celle de La Vallière ou de Montespan. Il ne s'agit ni de structurer la cour, ni de stabiliser un équilibre politique. Il s'agit tout simplement d'une passade. Cependant, un élément vient tout bouleverser. Fontanges tombe enceinte. À partir de ce moment, la situation change radicalement de nature. Une favorite enceinte n'est plus une simple distraction, elle devient un risque. Car une grossesse implique des conséquences visibles, durables et difficilement contrôlables. Elle réactive aussi un modèle que le roi cherche précisément à abandonner. Dans le même temps, la position de Madame de Maintenon est déjà solidement installée. Elle ne cherche plus à évincer une rivale par intrigue ou par éclat. Elle incarne désormais la stabilité morale que le roi veut afficher. Fontanges, à l'inverse, rappelle une période que Louis XIV commence à renier. Très rapidement, la jeune femme tombe malade. Les témoignages évoquent des souffrances prolongées, une santé déclinante et une fin brutale. Elle meurt en juin 1681, à l'âge de 19 ans, après avoir accouché prématurément. L'enfant ne survit pas. Aucune enquête officielle n'est menée, aucune responsabilité n'est établie. Comme souvent à Versailles, le silence remplace l'explication. Des rumeurs circulent immédiatement. On évoque un possible empoisonnement dans un contexte déjà alourdi par l'affaire des poisons. Cependant, aucun élément décisif ne permet d'étayer ces accusations. Les historiens contemporains privilégient aujourd'hui l'hypothèse d'une mort liée aux complications de grossesse. Mais à la cour, le doute suffit, car ce qu'il compte ici n'est pas tant la cause exacte de la mort que sa fonction symbolique. La disparition de Fontanges agit comme un avertissement. Elle montre que le retour aux anciennes pratiques comporte désormais un coût politique trop élevé. Elle rappelle aussi que les femmes qui approchent le roi sans s'inscrire dans le nouvel équilibre sont immédiatement fragilisées. Après Fontanges, Louis XIV ne prendra plus de favorite officielle. L'épisode est bref, mais il clôt une époque. Avec la mort de Fontanges, le système des favorites cesse donc de fonctionner. Cependant, il ne s'effondre pas, il devient tout simplement inutile. Bilan du système. Lorsque le système des favorites s'éteint, il ne disparaît pas sans trace. Il laisse derrière lui des enfants, des réputations brisées, des fortunes déplacées et une cour profondément transformée. D'abord, il laisse des descendants. Louis XIV reconnaît et légitime plusieurs enfants nés de ses relations hors mariage. Ces enfants entrent dans la noblesse, reçoivent des titres, des charges et parfois un rôle politique. Cependant, cette intégration reste partielle. Ils ne sont ni héritiers, ni pleinement égaux au prince du sang. Autrement dit, le système produit des lignées intermédiaires,
intégré sans jamais être central. Il crée une noblesse parallèle, dépendante de la faveur royale, mais privée d'autonomie réelle. Ensuite, il laisse une cour profondément disciplinée. Pendant des décennies, l'accès au roi a été filtré par les femmes qui l'entouraient. Pour obtenir une charge, une audience ou une faveur, il fallait souvent passer par elles. Lorsque ce relais disparaît, le pouvoir se recentralise brutalement. À partir des années 1680, la cour devient plus rigide, plus hiérarchisée et plus silencieuse. Les intrigues ne cessent pas, mais elles changent de forme. La visibilité recule et la prudence s'impose. Ce changement modifie aussi la place des femmes. Elles ne disparaissent pas de la cour, mais leur rôle politique informel se réduit considérablement. L'époque des favorites visibles, installées au cœur du pouvoir, est terminée. Ce glissement n'est pas anodin, il correspond à une transformation plus large du règne. Louis XIV n'est plus dans la démonstration permanente, il est dans la conservation. Enfin, le système laisse une image durable. Dans la mémoire collective, les femmes de Louis XIV deviennent des figures emblématiques. Louise de La Vallière incarne la fidélité sacrifiée, Madame de Montespan, la puissance flamboyante et dangereuse, Madame de Maintenon, la stabilité austère. Ces figures traversent les siècles parce qu'elles racontent autre chose que des histoires personnelles. Elles montrent comment un pouvoir absolu utilise les relations intimes comme des outils, puis s'en détourne quand ils deviennent encombrants. À la fin de sa vie, Louis XIV est entouré, mais seul. Le cérémonial continue, les courtisans s'inclinent, mais le système affectif qui a structuré son règne a disparu. Le 1er septembre 1715, le roi meurt après 72 ans de règne. Aucune favorite n'est à son chevet. Ce qui subsiste alors, ce n'est ni le scandale ni la passion, c'est une mécanique de pouvoir arriver à son terme. À Versailles, les femmes ont longtemps permis au roi de gouverner autrement, puis lorsqu'elles ont cessé d'être utiles, le système les a tout simplement effacées. Avant de se quitter, une dernière anecdote. Nous sommes à Versailles, vers le milieu des années 1670. Comme chaque année, à l'approche de Pâques, les membres de la cour doivent se confesser pour pouvoir communier publiquement. Ce rite n'est pas privé, il est codifié et visible par tous. Ce jour-là donc, Madame de Montespan se présente au confessionnal. Le prêtre l'écoute, mais au final, refuse de lui donner l'absolution. Le motif est explicite. Tant qu'elle restera la maîtresse du roi, elle sera considérée comme vivant en état de péché public. La nouvelle se répand immédiatement dans Versailles. À travers elle, c'est le comportement du roi lui-même qui est mis en cause. Pour la première fois, l'Église trace une limite visible à ce qui était jugé jusque-là toléré. Louis XIV est contraint de réagir. Quelques jours plus tard, Madame de Montespan est écartée de la cour. Officiellement, il s'agit d'un retrait temporaire. Dans les faits, elle ne retrouvera jamais sa position dominante. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.